180% d'augmentation du prix du gaz en un mois. Qui peut vraiment croire que l'Europe est à l'abri d'un choc énergétique? Depuis début mars, le marché européen du gaz s'est littéralement emballé. 1000 mètres cubes de gaz valaient 350 $ il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est 728 $, avec des pics qui ont frôlé les 850. Le pétrole Brent n'est pas en reste, affichant une hausse de 62% et tutoyant les 120 $ le baril. Oubliez la simple turbulence. On parle ici d'un changement d'échelle qui réécrit les règles du jeu, bouscule tous les repères et pose une question simple mais essentielle. Jusqu'où le système peut-il tenir? Du côté russe, le message est limpide, provocateur. Une vague énergétique destructrice va balayer l'Europe, qui a besoin de la Russie pour survivre. Facile de balayer cette déclaration comme de la pure propagande ou de la posture politique. Mais une question dérange. Derrière les discours, qu'ils viennent de Moscou, Bruxelles ou Berlin, qu'est-ce que les chiffres révèlent vraiment sur la sécurité énergétique de l'Europe? La crise actuelle, ce n'est pas qu'une bataille de slogans. C'est une arithmétique froide, implacable, qui ne laisse aucune place à l'approximation ou aux vœux pieux. Les discours s'enchaînent, les analyses se multiplient, mais au bout du compte, ce sont les chiffres, et eux seuls, qui tranchent. En mars, les stocks de gaz européens affichaient un niveau historiquement bas, à peine 22% de remplissage. Ce chiffre, prononcé presque en passant par le ministère de l'économie allemand, pèse bien plus lourd que n'importe quel discours. Car derrière l'affirmation officielle, l'approvisionnement est assuré, la dépendance à la Russie appartient au passé. Se cache une réalité que personne ne peut contourner. Lorsqu'un choc mondial survient, toute la structure, si sophistiquée soit-elle, se retrouve sous pression. Qui peut vraiment croire qu'il suffit de tourner une page pour effacer des décennies d'interdépendance énergétique? Comment imaginer que quelques mois d'efforts suffisent à reconstruire de zéro une sécurité énergétique qui s'est bâtie sur des partenariats vieux de plusieurs générations? Certes, l'Europe a multiplié les sources, gaz norvégien, GNL américain, algérien, qatari, azerbaïdjanais. Elle a investi dans de nouveaux terminaux, mutualisé une partie de ses achats, orchestré une baisse de la consommation de 15%. L'hiver dernier, la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu, preuve que le système peut encaisser un choc, à condition qu'il n'y en ait pas deux. Car chaque cargaison de GNL est aujourd'hui âprement disputée avec l'Asie, chaque perturbation du détroit d'Ormuz ou du golfe Persique affole les marchés mondiaux, chaque promesse politique est soumise à la loi du marché. Il ne s'agit plus de pro- ou anti-Russie, mais d'un marché global où la moindre faille se paie cash et où la compétition ne connaît aucun répit. N'est-ce pas là le vrai visage de la mondialisation, celui d'une arène où tous les coups sont permis? Pour vous, pour nous tous, l'enjeu est concret. Les prix explosent, les factures grimpent, le risque de pénurie n'est plus théorique. Il menace la compétitivité industrielle, la stabilité des finances publiques et la sécurité énergétique pour l'hiver qui arrive. Croire sur parole les discours officiels ou se tromper d'analyse peut coûter très cher. Ce n'est pas qu'une question géopolitique. C'est une addition qui tombe, sans appel, sur les ménages comme sur les entreprises. Qui paiera la différence? Le citoyen, l'entrepreneur, le contribuable. Comment arbitrer entre l'urgence sociale et la nécessité d'investir dans l'avenir? Voilà des dilemmes qui ne trouvent pas de réponse simple. Alors, la vraie question, celle que personne n'ose vraiment poser publiquement, c'est: l'Europe peut-elle vraiment tourner la page du gaz russe sans se brûler les ailes? Ou bien la réalité des marchés, des infrastructures et des chiffres la rattrape-t-elle déjà? Peut-on vraiment croire que la diversification suffira à tout résoudre? Est-on en train de bâtir une nouvelle dépendance, simplement plus diffuse, moins visible, mais tout aussi risquée? Décortiquons ensemble les données et la logistique. L'Europe a-t-elle vraiment les moyens de tenir le choc, ou sommes-nous assis sur une poudrière? Passons à la réalité des infrastructures et aux coulisses des chiffres. Il ne s'agit pas de céder à la panique, mais d'ouvrir les yeux sur la complexité et la fragilité du système actuel.
La crise de 2022 devait être la dernière grande épreuve. Et pourtant, 2 ans plus tard, la réalité rattrape l'Europe plus violemment que prévu. Pourtant, souvenez-vous, à l'époque, tout semblait indiquer que le pire était derrière nous. Face au choc de l'arrêt du gaz russe, l'Europe a réagi comme jamais. Consommation a baissé de 15% en un temps record. Industrie réorganisée dans l'urgence, ménages baissant les thermostats, État débloquant des milliards en subventions. Un effort collectif énorme qui a permis d'éviter le blackout. C'était l'image d'une Europe résiliente, inventive, prête à affronter le XXIe siècle sans dépendre de Moscou. Mais derrière cette façade de victoire, n'y avait-il pas déjà les germes de la crise actuelle? Mais la vraie révolution s'est jouée en coulisses, sur les terminaux et les contrats. Dans un temps record, l'Europe a multiplié ses partenaires. Norvège, aujourd'hui fournisseur numéro 1 avec près de 30% du gaz européen, mais aussi États-Unis pour le GNL, Algérie, Azerbaïdjan, Qatar. Tout ce qui pouvait acheminer du gaz a été activé, parfois à la va-vite. L'Allemagne, qui n'avait jamais eu de terminaux GNL, en a fait construire plusieurs en l'espace de quelques mois, des infrastructures flottantes installées à Bremerhaven, Brunsbüttel ou Wilhelmshaven. Les Pays-Bas ont élargi leur capacité d'importation. L'Espagne, qui disposait déjà d'un réseau développé, est devenue un véritable hub gazier pour le sud du continent. Mais ces infrastructures, aussi modernes soient-elles, peuvent-elles vraiment compenser la perte de la stabilité offerte par le gaz russe? Au niveau européen, on a même inventé un mécanisme d'achat groupé. Face à la guerre des prix, l'Europe a voulu parler d'une seule voix, mutualiser ses volumes et éviter que chaque pays ne surenchérisse en solo sur les marchés. Une façon d'éviter la concurrence fratricide tout en sécurisant l'approvisionnement. Et pour compléter la panoplie, l'Allemagne a officiellement annoncé travailler à la création de réserves stratégiques, une sorte de matelas pour amortir les chocs de prix et éviter à tout prix la répétition des pénuries. Mais la mutualisation suffit-elle lorsque la concurrence est mondiale? Les stocks stratégiques sont-ils vraiment un rempart ou simplement un pansement temporaire? À ce stade, les discours étaient pleins d'optimisme. Selon la ministre allemande de l'énergie, l'approvisionnement est garanti, la dépendance au Proche-Orient serait minime. Elle a raison, littéralement. La majeure partie du gaz livré en Allemagne vient désormais de Norvège, des États-Unis, parfois du Qatar ou d'autres fournisseurs, mais très peu directement du Golfe. Sur le papier, l'Europe semblait avoir réussi son pari. Diversification, infrastructure, expérience de la gestion de crise, tout semblait sous contrôle. Pourtant, n'est-il pas dangereux de confondre diversification géographique et véritable sécurité énergétique? Les chiffres, encore une fois, rappellent à l'ordre. Il y a de quoi, sur le plan technique, donner raison aux optimistes. Les pipelines ne traversent plus la Russie. Les méthaniers accostent dans des ports flambant neufs, et les stocks sont surveillés comme le lait sur le feu. L'Europe a tiré les leçons de la crise passée. Elle paraît, vue d'avion, bien préparée à tout nouveau choc. Mais la réalité du terrain est-elle aussi solide qu'elle en a l'air? Suffit-il d'avoir des infrastructures pour s'assurer contre tous les aléas? Mais c'est justement là que le bât blesse. Derrière l'assurance politique, une faille béante subsiste, le détroit d'Ormuz. Ce mince couloir maritime, entre l'Iran et Oman, concentre à lui seul près de 20% des flux mondiaux de gaz naturel liquéfié et de pétrole. Chaque jour, une vingtaine de supertankers, chargés à ras-bord, y transitent. Si ce passage est bloqué, comme lors de la récente escalade géopolitique au Moyen-Orient, c'est d'un seul coup un cinquième de l'offre mondiale qui s'évapore. Or, même si l'Europe n'importe que peu de GNL du Golfe, elle n'est pas pour autant à l'abri. Car le marché du gaz, ce n'est pas une addition de tuyaux cloisonnés, c'est un système mondial de vases communicants. Quand le Japon, la Corée du Sud ou la Chine ne reçoivent plus leur gaz qatari, devinez où ils vont chercher leur énergie. Sur le même marché spot que l'Europe, prêts à payer n'importe quel prix pour remplacer les volumes manquants. Les prix s'envolent, les cargaisons prévues pour l'Europe changent de route, et l'offre européenne, même diversifiée, se retrouve sous pression. C'est ainsi que, depuis mars, le prix du gaz en Europe a grimpé de
180%. Le problème, c'est que croire à l'invulnérabilité de la nouvelle architecture européenne, c'est s'aveugler sur la réalité du marché mondial. Les infrastructures, les contrats, la diversification, tout cela pèse peu face à la brutalité d'un choc global. L'Europe reste, qu'elle le veuille ou non, exposée aux humeurs du marché, à la demande asiatique et à la géopolitique du détroit d'Ormuz. Penser le contraire, c'est risquer une crise bien plus grave, faute d'anticipation. N'est-ce pas là le talon d'Achille de toute stratégie basée sur la mondialisation des approvisionnements? Mais cette architecture tient-elle réellement face à un choc mondial? Décryptons ensemble le mécanisme du marché global du gaz. Un marché globalisé, des tankers qui changent de cap. Pourquoi l'Europe n'est plus seule à décider? C'est une image frappante. Des navires géants, remplis de gaz naturel liquéfié, qui modifient soudainement leur trajectoire en plein océan. Ce n'est pas un scénario de science-fiction, c'est la réalité brutale du marché mondial du gaz aujourd'hui. Oubliez l'idée que l'Europe peut s'assurer un approvisionnement en gaz simplement en passant commande ou en négociant de nouveaux contrats. Désormais, chaque cargaison est l'objet d'une bataille féroce, dans laquelle l'Europe n'affronte pas seulement la Russie ou les fournisseurs traditionnels, mais surtout les géants asiatiques. Cette guerre invisible se joue loin des caméras, entre courtiers, traders et armateurs, là où la logique du profit l'emporte sur toute autre considération. Prenons le cas du détroit d'Ormuz. Sa fermeture, même temporaire, et c'est 20% de l'offre mondiale de gaz qui disparaît soudainement. Les conséquences sont immédiates. Les grands clients asiatiques, Japon, Corée du Sud, Chine, se retrouvent privés de volumes cruciaux de gaz en provenance du Golfe. Que font-ils? Ils se ruent sur le marché spot mondial, là où l'offre est mise aux enchères et où seuls les plus offrants raflent la mise. Dans ce contexte, les traders internationaux, toujours à l'affût d'une meilleure marge, redirigent leurs tankers vers l'Asie, où les prix flambent encore plus vite qu'en Europe. Et ce n'est pas qu'une question de contrats à venir. Même les navires déjà réservés pour des livraisons européennes sont détournés à la dernière minute vers l'Asie. Pourquoi? Parce que les pénalités de rupture de contrat sont dérisoires face aux profits supplémentaires engrangés avec les prix asiatiques. Un trader préfère payer une amende plutôt que de livrer en Europe à un tarif moins attractif. Voilà à quoi ressemble la réalité d'un marché mondialisé, où la logique du profit l'emporte systématiquement sur les règles établies. Peut-on vraiment faire confiance à un système où le contrat le mieux payé efface tous les autres engagements? L'Europe se retrouve donc dans une position délicate. Peut-elle simplement mettre plus d'argent sur la table pour reconquérir ses cargaisons? Théoriquement, oui. Mais en pratique, c'est une course où l'on n'a aucune garantie de victoire. Les acheteurs asiatiques sont prêts à payer des sommes encore plus élevées. Le Japon, la Corée ou la Chine disposent d'économies puissantes, d'un appareil industriel vorace en énergie et surtout d'un soutien direct de leurs États. L'approvisionnement énergétique y est considéré comme une priorité stratégique nationale. Les entreprises japonaises ou coréennes peuvent acheter à perte, soutenues par l'État, simplement pour garantir la sécurité énergétique du pays. Peut-on imaginer l'Europe adopter une telle stratégie? Les opinions publiques et les règles budgétaires le permettraient-elles? Ce rapport de force, il est implacable. L'Europe n'a pas toujours les moyens, ni la volonté politique, de suivre cette surenchère. Résultat, il n'y a aucune certitude que l'Europe remplira ses stocks à temps. Parfois, les tankers partent ailleurs, et il ne reste que les miettes. La logique du marché prime sur la géopolitique, balayant d'un revers de main les discours officiels sur l'indépendance énergétique ou la souveraineté européenne. Les chiffres sont sans appel. Entre mars et aujourd'hui, le prix du gaz a grimpé de 180%, rien que ça. Et les causes n'ont pas disparu. Le détroit d'Ormuz reste volatile, la demande asiatique explose, et les traders suivent tout simplement le prix le plus élevé. Ce jeu à somme nulle se traduit par ce que l'on observe aujourd'hui sur le terrain. Une compétition sans merci, où chaque cargaison compte, où chaque retard ou chaque tanké détourné peut faire la différence entre un hiver tranquille et une crise. À ce rythme, laisser filer la compétition asiatique, c'est risquer de ne pas remplir les stocks européens avant la prochaine vague de froid,
et donc de plonger des millions de foyers dans la précarité, tout en mettant en péril la compétitivité de l'industrie et la stabilité des finances publiques. Qui oserait en assumer la responsabilité face à une opinion déjà ébranlée par l'inflation et les tensions sociales? Et c'est là que tout se cristallise dans un chiffre choc. 22%. Seulement 22% de remplissage des stocks de gaz en mars. Mais que signifie vraiment ce gouffre énergétique? Comment a-t-on pu en arriver là, malgré tous les efforts déployés ces 2 dernières années? 3 chemins, aucune issue gratuite. La politique rattrapée par l'arithmétique. Regardons les choses en face. L'Europe se retrouve aujourd'hui devant 3 scénarios, aucun sans coup. La crise n'est plus seulement un débat idéologique, pro ou anti-Russie, c'est un problème concret, de chiffres et de marché, qui impose sa loi. Alors, quels sont ces scénarios? Et surtout, pourquoi aucun d'eux ne permet à l'Europe de s'en sortir indemne? Premier scénario, le scénario optimiste. Imaginons une fin rapide du conflit au Moyen-Orient, la réouverture du détroit d'Ormuz, et donc le retour des routes d'approvisionnement traditionnelles. Sur le papier, cela devrait apaiser les marchés, faire baisser les prix du gaz, soulager les stocks. Mais la réalité, c'est que la mémoire du marché ne s'efface pas d'un coup de baguette magique. Les acteurs asiatiques, eux, sont toujours là. Les Japonais, les Coréens, les Chinois, tous prêts à surenchérir pour obtenir le même gaz naturel liquéfié que les Européens espèrent acheter. Les prix restent donc volatiles, la concurrence féroce. Et surtout, les stocks européens, qui étaient à 22% en mars, restent historiquement bas. Même avec une accalmie géopolitique, il faudrait se ruer sur le marché mondial pour reconstituer les réserves, à des prix bien supérieurs à ceux des années passées. L'Europe ne retrouve pas la sécurité, mais achète du temps très cher. Peut-on vraiment considérer cela comme une victoire? Ou n'est-ce qu'un répit précaire, acheté à coups de milliards? Deuxième scénario, le scénario du statu quo, ou pire, d'un conflit qui s'enlise. Ici, la situation devient critique. Les stocks sont trop bas pour garantir un hiver sans tension. Pour remonter à 80% de remplissage avant la saison froide, il faudrait acheter massivement du gaz sur les marchés mondiaux, dans un contexte de concurrence maximale avec les acteurs asiatiques qui n'ont, eux non plus, aucune intention de lever le pied. Le risque? Des pénuries réelles, des coupures ciblées pour les industriels, des hausses de prix vertigineuses pour les ménages. Chacun paie l'addition, les familles, les usines et les États, contraints d'augmenter les subventions ou d'annoncer des plans d'urgence. La cohésion sociale et la stabilité industrielle sont mises à l'épreuve, chaque euro injecté dans l'énergie étant soustrait à d'autres priorités publiques. La crédibilité des politiques énergétiques européennes, elle aussi, vacille. Peut-on vraiment imaginer une Europe unie face à la pénurie? Ou les tensions nationales prendront-elles le dessus? Troisième scénario. Et si l'Europe décidait, sous la pression, de rouvrir partiellement la porte au gaz russe? Certains y voient une issue, un moyen de soulager le marché rapidement. Mais là encore, la réalité politique rattrape l'économique. Après 2 ans de discours sur la souveraineté énergétique, de sanctions, d'investissements massifs dans de nouvelles infrastructures, un retour en arrière serait quasiment impossible à assumer pour les dirigeants. Ce serait reconnaître l'échec d'une stratégie présentée comme irréversible, un coût politique exorbitant, sans garantie d'un retour à l'ancienne normalité. Même si Moscou tend la main, l'Europe ne peut pas la saisir sans en payer le prix fort sur la scène internationale comme sur le plan intérieur. Et puis, le public, les médias, les partenaires, qui accepterait un tel revirement sans broncher? Dans tous les cas, la sécurité énergétique a un prix. Ce prix peut être économique, via l'explosion des factures, l'inflation, la perte de compétitivité, ou politique, perte de face, crise de confiance, montée des tensions entre États membres. Mais le coût zéro n'existe plus. Et ce chiffre de 22% est là pour rappeler la réalité physique. Pour atteindre les 80% nécessaires avant l'hiver, il faudra acheter, et acheter cher, sans aucune certitude de trouver la quantité voulue au bon moment. Les marchés ne vous attendent pas. Les concurrents asiatiques sont déjà positionnés. Et même une accalmie régionale ne garantit pas la fin de la volatilité.
Tant que l'Europe dépendra du GNL mondial, elle restera exposée à la moindre secousse. Pas de solution miracle, pas de retour à la situation d'avant. Tous les chemins comportent des risques et chacun oblige à affronter des vérités inconfortables. L'Europe joue sa crédibilité, la stabilité de ses industries, le coût du chauffage dans nos foyers et, au bout du compte, l'avenir de ses politiques publiques. Quel responsable politique osera le dire franchement à ses électeurs? Alors, face à cette réalité, que penser du diagnostic russe? Était-ce de la pure propagande ou simplement un constat mathématique? Derrière le bruit des déclarations, les chiffres, eux, ne mentent pas. Quand la politique s'efface, la vérité des chiffres s'impose. Et c'est peut-être là la leçon la plus inconfortable de toute cette crise. Les chiffres, eux, n'ont pas d'idéologie. Ils ne chantent pas les louanges de tel ou tel camp. Ils ne murmurent pas à l'oreille des décideurs politiques. Non, ils imposent leur logique, celle du marché, celle de l'offre et de la demande, avec une brutalité qui laisse peu de place aux slogans. Prenons un instant pour séparer clairement ce qui relève du constat pur et dur des faits, et ce qui ressort d'une interprétation politique. Un prix du gaz qui s'envole de 180% en un mois, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité comptable qui s'impose à tous, ménages comme industriels. Un niveau de stockage à peine à 22% en mars, alors que la saison de chauffe approche, ce n'est pas un débat d'experts, c'est une alerte rouge, chiffrée, qui ignore totalement les discours officiels sur la résilience européenne. À l'inverse, lorsqu'on entend que l'Europe n'a plus besoin de la Russie, on est dans le récit, dans le narratif politique, pas dans le concret du marché. C'est ici que la gymnastique mentale devient indispensable. Il faut apprendre à lire les chiffres plutôt qu'à écouter les discours, à reconnaître la logique implacable du marché mondial du gaz. Depuis 2022, l'Europe a pris un virage stratégique majeur. Tourner le dos au gaz russe au profit du GNL mondial. Mais ce choix, qui voulait la libérer des pressions géopolitiques, l'a plongée dans une nouvelle dépendance, autrement plus volatile et concurrentielle. Le gaz russe arrivait par gazoduc, sans passer par des détroits stratégiques, sans être disputé par les acheteurs asiatiques. Aujourd'hui, la même molécule de gaz est arrachée sur le marché mondial, souvent au plus offrant, avec l'Asie prête à surenchérir pour capter chaque méthanier. Résultat, la volatilité des prix, les tensions sur les approvisionnements et cette course permanente pour remplir les stocks. Derrière chaque crise ponctuelle, fermeture d'un détroit, conflit au Moyen-Orient, se cache une réalité structurelle. La concurrence est désormais inscrite dans l'ADN du modèle énergétique européen. Même si demain le détroit d'Ormuz rouvre et que la tempête géopolitique se calme, l'équation ne change pas fondamentalement. Les besoins asiatiques ne disparaîtront pas. Les infrastructures européennes, elles, n'évoluent pas en quelques mois. Le déficit de stockage reste le même. Les prix élevés s'incrustent dans le quotidien. Croire que tout redeviendra comme avant, à la première accalmie, c'est refuser d'admettre la profondeur du problème. Peut-on vraiment se permettre cette forme de déni? Et c'est là que l'erreur de diagnostic coûte cher. Si on se contente de commenter le dernier discours à Bruxelles ou la dernière déclaration énergique d'un ministre, on risque de passer à côté des signaux d'alerte les plus importants. Les marchés, eux, ne lisent pas les communiqués de presse. Ils réagissent au flux physique, à la disponibilité réelle des cargaisons, à la tension entre l'offre et la demande. Ignorer cette réalité mathématique, c'est s'exposer à des stratégies inefficaces, voire dangereuses, à titre individuel comme collectif. Pour un particulier, cela peut vouloir dire se tromper sur ses choix de chauffage. Pour une entreprise, retarder ou rater des décisions vitales d'investissement. Pour un pays, plonger dans des politiques publiques contre-productives, voire coûteuses à long terme. À l'échelle d'un continent, cela peut signifier des années de stagnation, voire de déclin. Alors, que faire à l'échelle européenne? La seule issue de fond consiste à investir massivement dans l'infrastructure, à adapter la demande et à bâtir une flexibilité structurelle. Mais cela prendra des années, et en attendant, la volatilité et la concurrence seront la règle, non l'exception. Autrement dit, dans l'immédiat, il faut apprendre à naviguer dans un marché où la rationalité prime sur la posture politique.
Faut-il accélérer encore sur les énergies renouvelables? Renforcer les interconnexions? Imaginer des mécanismes de solidarité plus robustes entre États membres? Autant de pistes, mais aucune solution miracle à court terme. En définitive, ce n'est pas parce que tel expert ou tel responsable l'affirme, ce n'est pas parce qu'un récit est séduisant, qu'il colle à la réalité. Les chiffres, prix en hausse, stock en berne, concurrence asiatique féroce, imposent une lecture froide, souvent inconfortable, mais indispensable. Laisser de côté l'idéologie pour décrypter les données devient une question de survie économique et sociale. Qui osera le dire sans détour? Sous-estimer les messages des chiffres, c'est courir le risque de prendre, collectivement et individuellement, des décisions inefficaces, voire désastreuses. Se fier à la façade rassurante des discours, c'est parfois foncer droit dans le mur. Reste alors une question essentielle. Dans cette tempête d'informations et de récits contradictoires, à qui se fier et sur quoi fonder ses propres choix et analyses? C'est ce que nous allons voir, tout de suite. Les chiffres ne mentent pas et ne prennent pas parti. La vraie question c'est, qui osera regarder la réalité en face? Parce qu'au fond, la crise énergétique que traverse l'Europe aujourd'hui n'est ni une querelle d'idéologie, ni un débat stérile sur pro ou anti tel ou tel pays. C'est d'abord une question de mathématiques. Et ces mathématiques, elles sont implacables. Regardons les faits. 22% seulement des stocks de gaz remplis début mars, c'est un niveau historiquement bas, alors que l'hiver n'a même pas encore commencé. Le prix du gaz, lui, a littéralement explosé, plus 180% en un mois. Face à cette envolée, tous les discours rassurants, toutes les promesses politiques pèsent bien peu. Ce sont ces chiffres, pas les slogans, qui dictent aujourd'hui le quotidien des ménages, des entreprises, de tous ceux qui dépendent de l'énergie pour vivre, produire, se chauffer ou simplement boucler leur budget. On a beaucoup entendu que l'Europe avait su se diversifier, tourner la page du gaz russe, s'ouvrir au marché mondial du GNL, ce gaz naturel liquéfié, transporté par méthanier aux quatre coins du globe. Mais la vérité, c'est que cette stratégie a créé une nouvelle vulnérabilité. L'Europe s'est exposée à une concurrence féroce, notamment de l'Asie, où certains pays sont prêts à payer bien plus pour capter ces précieux cargos. Résultat, même avant la prochaine vague de froid, l'Europe doit se battre pour chaque mètre cube, dans un marché qui ne lui fait aucun cadeau. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'arithmétique. Faut-il pour autant revenir au gaz russe, comme le suggèrent certains analystes? Le scénario est techniquement possible, les infrastructures sont toujours là, les volumes existent, et le pipeline ne dépend ni des détroits stratégiques, ni des fluctuations erratiques du marché mondial. Mais politiquement, le prix à payer serait colossal. Admettre ce besoin, ce serait reconnaître une erreur stratégique majeure, remettre en cause des années de politique européenne et affronter des conséquences publiques et politiques immenses. Les gouvernements actuels n'en ont clairement pas le courage, et on peut le comprendre. Changer de cap, ce n'est pas seulement une correction de trajectoire, c'est une remise en cause profonde du récit qu'on a construit depuis des années. Pourtant, refuser de nommer le problème, c'est refuser de le résoudre. Or, le marché, lui, ne s'embarrasse d'aucun état d'âme. Avec 180% de hausse en un mois, il envoie un message limpide à tous ceux qui ont encore envie d'y croire. Et la leçon est cruelle. La réalité, c'est que, sur le court terme, la dépendance est mathématique, pas politique. Dans 2 ou 3 ans, l'Europe pourra peut-être se féliciter d'avoir développé de nouveaux terminaux gaziers, conclu des contrats à long terme avec les États-Unis ou le Qatar, ou accéléré sur les énergies renouvelables. Mais la prochaine crise, la prochaine vague de froid, elle ne va pas attendre 2 ans. Ce sont les prochains mois qui comptent, et dans cette fenêtre très étroite, les marges de manœuvre sont réduites à leur plus simple expression. Alors, pourquoi s'accrocher à des discours qui ne tiennent plus face aux chiffres? Pourquoi continuer à débattre de symboles quand l'arithmétique est là, implacable? S'enfermer dans le confort de ces certitudes, c'est prendre le risque de subir le prochain choc sans aucune préparation, ni individuelle, ni collective. Et ce prix-là, ce ne sont plus des gouvernements abstraits qui le paieront. Ce sont les citoyens, les salariés, les familles, les entreprises, chacun d'entre nous.
À ce stade, il ne s'agit plus de choisir un camp, mais d'exiger que le débat public se fonde enfin sur la réalité des faits, des données, des risques réels, et non sur des slogans ou des postures politiques. Parce qu'en matière d'énergie, l'addition arrive toujours, et elle ne fait de cadeau à personne. Je vous invite donc à prendre du recul, à confronter vos propres convictions à ces chiffres bruts. Avez-vous, au fil de cette analyse, changé d'avis sur la situation? Ou cela ne fait-il que confirmer ce que vous soupçonniez déjà? Dites-le moi en commentaire, parce que, pour avancer, il faudra bien commencer, collectivement, à regarder la réalité en face. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer la géopolitique et l'économie avec des faits, pas des slogans, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle analyse sans tabou.